Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous. Évidemment, Fred Savard avec vous, c'est ma balado. Je sais pas pourquoi je répète ça chaque semaine. Excusez-moi, je suis un peu fébrile parce que là, je suis à Rouyn-Noranda, présentement, au Quality Inn, chambre 124. Ça me dérange pas de le dire parce que quand vous allez écouter ça, je ne serai plus à la chambre 124. Donc, ma probité sera sauvée. Je suis à Rouyn-Noranda pour le festival de cinéma d'Abitibi-Témiscamingue, festival international du cinéma d'Abitibi-Témiscamingue. À moins que ce soit le festival de cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue. Et là, je me suis dit, je vais voyager un peu plus léger que d'habitude. Je n'amènerai pas ma grosse console. Alors, je me suis procuré une petite enregistreuse qui est très pratique parce que je peux me promener dans les rues de Rouen et capter à la volée des gens. Et je fais un test en même temps. Alors, vous êtes mes cobayes. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps parce que là, l'épisode qui s'en vient, que vous allez entendre dans quelques instants, c'est pas l'épisode d'Abitibi qui va être enregistré ce week-end. Évidemment, c'est un épisode qu'on a enregistré hier avec Hélène Faradji et un nouveau collaborateur. De toute façon, vous allez voir, il va se présenter tantôt. Segment consacré au cinéma, les sorties, des nouveaux films, entre autres Viking de Stéphane Lafleur, Falcon Lake de Charlotte Lebon. Et il y aura 2 autres films aussi qu'on va aborder. Super discussion, vraiment. Je pense que ça peut être... ça change tout quand on est 3. Alors voilà. Et j'étais tellement énervé de ce nouveau segment que j'ai même fabriqué hier soir, très tard, avant de partir, un petit indicatif pour ce nouveau segment que je pourrais appeler « Salut les critiques », parce que c'est comme ça qu'on l'a intitulé dans nos échanges de courriels depuis un mois et demi. Alors, j'ai pas pensé trop longtemps, mais ça fit. Alors, salut les critiques, première édition. J'ai très hâte que vous entendiez ça, puis j'ai hâte d'avoir vos réactions. Alors, nous, on se retrouve à la toute fin. Ma mère m'a dit que tu voulais plus venir me garder. Pour vrai, j'ai un peu passé l'âge, Martin. C'est-tu parce qu'elle te payait pas bien, parce que moi, je peux lui en parler? J'avais décidé de me faire arracher toutes les dents la semaine prochaine puis me faire poser un pot dentier. Je l'ai vu, la femme manufacture, ça coûte à peu près une 40aine de piastres. Mais comme on fait de plus de pension, je vais attendre. Tes taxes? Vous êtes payé? Ah, laisse faire ça, gars. Ah, c'est vrai. Vous n'employez pas de taxes, vous autres, hein? Fait qu'on a décidé de se séparer. For good. Pour de bon. Yes, sir. Oui, madame. Alors, on inaugure un nouveau segment. Ça fait des années quasiment, hein, Hélène, qu'on Ouais, parle d'avoir tout à fait. un segment critique. Et là, on en a un. Et là, on accueille en plus Hélène Faradji. Vous êtes là, bonjour. Allô, Fred. On accueille Thomas Carrier-Lafleur. Bonjour, Thomas. Bonjour Fred, bonjour Hélène. Bonjour. Bon, là, vous n'êtes pas avec nous parce que vous êtes cerné par la gastro chez vous. Oui, ça tombe comme des mouches chez moi, bizarrement. Ça ne m'a pas encore attrapé, mais qu'est-ce qu'on ferait pour parler de cinéma? Oui, puis je n'ai pas envie que vous ameniez vos miasmes. Vos miasmes de gastro. Dites-nous, pourquoi vous êtes crédible pour faire ce segment-là? C'est peut-être à vous de le dire, vu que c'est vous qui m'avez contacté. Allez-y. Donc, Thomas Carrier-Lafleur, c'est vrai que c'est assez niché, mais je peux me présenter assez rapidement. Je suis chargé de cours à l'Université de Montréal et à l'Université Concordia. J'enseigne notamment souvent le cours cinéma québécois, d'où, j'imagine, ma présence ici. Ben voilà. Je travaille aussi, je suis co-directeur d'une revue qui s'appelle Nouvelle Vue, qui est la seule revue scientifique au Québec sur le cinéma québécois. Quand on dit scientifique, ça peut sonner un peu pompeux, mais ça veut seulement dire que ça suit la logique de l'université de faire lire les textes par différents auteurs. Et j'écris, c'est depuis le début de la pandémie, justement, donc des critiques pour des magazines comme Spirale, Liberté ou 24 Images. J'ai commencé ça avec la pandémie, avec la fermeture des cinémas. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de dynamiser un peu, donc, mais modestement tout de même, le cinéma au Québec. Et donc voilà, et je suis très content d'être ici. Oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce segment-là, parce qu'on va, et ça va être comme ça à chaque fois, le segment va revenir évidemment, et on va beaucoup se concentrer sur le cinéma québécois, mais pas que. Non. Et on va commencer tout de suite avec un premier extrait d'un film, évidemment, qui était très, très, très attendu, puis on n'avait pas le choix, je pense, d'en parler. Chaque jour, vous allez recevoir des mémos individuels pour vous garder en phase avec votre double. Je vous ai fait imprimer le rapport d'hier. On est passé au calendrier martien. On a toujours des tensions entre John et moi. Un peu de frustration. Un peu de colère, peut-être. Je veux pas pointer du doigt. J'ai remarqué qu'il y a eu un petit relâchement côté hygiène corporelle. Mais c'est quand même important de vous bien frotter. Steven puis moi, on se parle plus. Je pense que j'ai peut-être du désir pour Steven. Ce serait pas une bonne idée pour la mission? Ce qu'on est en train de faire. Alors évidemment, vous avez reconnu sûrement un extrait de la bande-annonce Viking de Stéphane Lafleur. Long métrage extrêmement attendu. C'est son
Quatrième. Le dernier, c'était Tudor Nicole. Oui, en 2014. Fait que ça fait... Entre-temps, il fait d'autres choses aussi, Stéphane Lafleur. C'est le lot de beaucoup de cinéastes. Oui, il fait de la musique en plus. Oui, ce qui n'est pas le lot de beaucoup de cinéastes. Non. Avec podcast, oui. Oui, entre autres avec podcast. On va commencer avec vous, Hélène. J'imagine que... j'imagine, non, vous l'avez vu. C'était ça un peu la commande. Je l'ai vu. Première étape. Oui. C'est bon, je l'ai vu. Il y a quand même quelque chose de particulier parce que sur les médias sociaux, évidemment, ça a beaucoup fait jaser. On a reçu la cote 2. Oui, de Mediafilm. Bon, voilà. Allez-y. Là. Ouais, mais je pense que c'est un bon point de départ, ce 2 de Mediafilm, parce que des 2, d'abord, Mediafilm en donne très rarement. Pour ceux qui ne savent pas, Mediafilm, c'est une agence de critique, de notation des films. Donc, avec ces notes qui vont de 1 chef-d'œuvre jusqu'à 7 minables, tous les films... En fait, 7 hot dogs. Oui, 7 hot dogs, exactement. Et dans les films québécois, il y en a très, très peu qui ont eu des 2. Alors, j'en ai noté quelques-uns. À tout prendre, Les bons débarras, Le chat dans le sac, Les dernières fiançailles, Incendie, Les ploufs, Réjeanne Padovani, etc. Moi, déjà, j'ai Les ploufs, à l'époque, dans le télé-horaire, avait même pas 2, avait 4. Ah tu vois, ça a monté avec les années. Parce que c'est le principe de Mediafilm. C'est qu'au bout de certaines années, au bout d'un certain laps de temps, on réévalue les cotes qu'on a données. Mais déjà, pour moi, il y a des problèmes là-dedans parce qu'il n'y a pas d'Anne Coulaire-Poirier, il n'y a pas de Robert Morin dans les 2. Ben non, c'est vrai ça. Qu'est-ce que ça vaut? Je pense que Yes Sir Madame devrait tout à fait... c'est un minimum. Ça pourrait même facilement passer au 1. Mais bon, bref, ce 2 donné à Viking... On n'a pas de recul sur Morin ici à la balado. Non, on l'aime d'amour. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça. Pourquoi c'est important, ce 2? C'est pas juste une anecdote, c'est que ça inscrit le film dans le temps. C'est une façon de dire, voilà un film qui va devenir un jalon du cinéma québécois. Voilà un film qui va traverser le temps. Je trouve l'enthousiasme un peu débridé du côté de Mediafilm. Oui. Non pas que le film soit raté, pas du tout. Non. Vraiment pas. Non, mais il y a eu des critiques, 4 étoiles et demie, je pense, sur 5 dans Le Devoir. Oui, mais il faut... 7 étoiles, 7 sur 10 dans la presse, parce que c'est le niveau... On ne sait plus ce que ça veut dire exactement. C'est l'ancien 3.5. Exact. Mais c'est vrai que Stéphane Lafleur a toujours bénéficié d'une espèce de bienveillance critique depuis les débuts de sa carrière, depuis Continental, Tudor Nicole aussi. En terrain connu. En terrain connu aussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a un univers très singulier, qui lui est propre, qui ressemble d'ailleurs à ce qu'il fait en musique, quelque chose de très doux, de très folk, de très poétique, avec une mélancolie, parle d'incommunicabilité, un peu toujours sur la même note. La solitude. La solitude, exactement. Donc, des choses qui ne sont pas nécessairement très fréquemment abordées par le cinéma québécois. Il s'est créé sa propre niche. Ceci dit, tous ces éloges critiques et cette bienveillance... ça ne se traduit pas dans les salles. Le film a vraiment pas très, très bien marché en salle. Niagara de Guillaume Lambert, qui est sorti une semaine ou 2 avant, a fait beaucoup mieux, alors qu'il n'a pas eu le même retentissement critique. C'est vrai. Bon. On aurait pu l'inclure, Niagara, mais on trouvait que la sortie, ça faisait un petit peu plus longtemps. Bon. C'est un film, je trouve, Viking de mise en scène. D'abord et avant tout, qui est très réussi sur ce point-là, que ce soit ses plans fixes, très évocateurs, cette direction photo de Sarah Michara, qui est vraiment la reine du cinéma québécois. Quoi qu'elle fasse, c'est extraordinaire. L'Alberta, qui est utilisée comme paysage de western un peu lunaire, très, très... Hors du temps. Exactement, hors du temps, avec à un moment donné des cow-boys qui débarquent dans le champ. Ça a été tourné en Alberta? Oui, ça a été tourné en Alberta. Je pensais que c'était dans les bois francs, genre. Non. À Black Lake ou... Non. Okay. C'est la belle Alberta. Donc, d'un point de vue formel, je trouve ce film très, très réussi. Oui. Je pense même qu'on pourrait aller jusqu'à dire que Stéphane Lafleur, c'est notre Wes Anderson. Ah oui? Je trouve qu'il y a quelque chose de très... conceptuel dans sa mise en scène, qui est toujours presque qui frise l'abstraction, mais un Wes Anderson version neurasthénique, version droopy, version version un petit peu plus tristounée, moins de couleurs vives, version québécoise, exactement. Wes Anderson un peu dépressif. Voilà, un peu dépressif, mais encore une fois, je trouve qu'il a une façon dans sa mise en scène de magnifier le banal, le trivial, le quotidien, qui fonctionne très bien.
Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit Stéphane Lafleur, c'est un grand formaliste, qu'est-ce qui reste? Et c'est un petit peu le souci pour moi du cinéma de Stéphane Lafleur depuis le début. Oui, il y a un ton qui peut rappeler un peu Coris Maki, ce côté très pince sans rire, très banalité, etc. Mais c'est souvent une question que je pose en fait quand je fais de la critique. On voit très bien ce que le film raconte. Donc ces astronautes québécois utilisés pour doubler des astronautes américains, mais sur Terre. Mais qu'est-ce que le film dit? C'est un petit peu plus confus, à mon sens. Alors ça dit, oui, que le Québec mime les États-Unis sans grands moyens. Ouais. OK. Ça dit que, on peut voir cette expérience de doublage spatial comme un reflet de ce que c'est que faire un film. Tout le monde joue un rôle. Le film dans le film. Tout le monde joue un rôle. C'est une équipe avec évidemment des tensions, avec un rêve d'au-delà, blablabla. Mais je trouve qu'on reste beaucoup dans l'anecdotique. Et c'est donc un film qui, malgré le plaisir immédiat qui provoque, parce que c'est drôle. En tout cas, je vais entendre Thomas avant, mais allez, continue. C'est drôle, c'est bien fichu, c'est singulier d'un point de vue univers, mais qu'est-ce qu'il en reste? J'ai envie de dire aussi vite vu, aussi vite oublié. Et ça m'embête un peu. Thomas Carrier-Lafleur? Oui, je suis assez d'accord avec Hélène, sauf que ma position est à l'inverse, c'est-à-dire je trouve que toutes ces observations sont justes, mais j'aurais tendance à porter un jugement différent. Mais avant, juste un petit recul sur Mediafilm, c'est-à-dire la cote de un chef-d'œuvre, ça prend, 15 ans ou 20 ans avant qu'un film puisse obtenir cette cote-là. Donc, d'emblée, c'est finalement la cote la plus haute que le film pouvait recevoir. Ouais. Donc, il n'est pas exclu qu'il puisse avoir un jour la cote 1. Ce serait assez surprenant. Lors des films québécois qui ont la cote 1, je crois que pour la suite du monde, il ne doit pas en avoir énormément d'autres. Il y a les ordres, Mon oncle Antoine et pour la suite du monde. Bon, quand même. Donc, c'est ça, c'est les classiques. Donc, je pense pas qu'on est de ce niveau-là. C'est vrai que c'est un film très attendu, donc Tudor Nicole 2014, qui avait quand même été assez bien reçu du côté de la critique. Oui. Est-ce que le public est au rendez-vous? Bof, je veux dire, est-ce que c'est un problème pour moi ou pour nous? C'est-à-dire, ça c'est l'affaire du public. De toute façon, la plupart des films québécois, c'est-à-dire, sont déficitaires, finalement. C'est-à-dire, ça coûte plus d'argent que l'argent qu'ils rapportent. À part les films de Louis Morissette. Ça marche. Grâce à Netflix. On peut en parler si vous voulez. Non. Mais, ça va donc d'ailleurs, donc le co-scénariste du film, Viking, Éric Kaboulian, a travaillé sur De Père en flic 2, entre autres. Donc c'est quelqu'un qui, sauf erreur, justement, est plus du côté mainstream. Ça, c'est assez intéressant que Lafleur ait voulu travailler avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui vient du cinéma indépendant, quand même, qui vient de les Barbares de la Malbaie, Prank. Je pense que De Père en flic a été... Mais c'est un scénariste. Oui, c'est un scénariste. Ça, Hélène, on l'a beaucoup reproché. Puis Thomas, j'imagine que vous allez être d'accord avec nous. Souvent, je trouve, au Québec, puis c'est peut-être une question de budget, mais c'est peut-être une question aussi d'une espèce de reliquat non assumé du cinéma direct. Mais les films sont souvent scénarisés par les réalisateurs ou les réalisatrices. Puis c'est un métier à part. Oui, tout à fait. Et aussi, le cinéma québécois, historiquement, du moins c'est ce que j'enseigne quand je donne ces cours-là, mais c'est un cinéma qui s'est démarqué beaucoup par le documentaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui est arrivé tardivement, dans les années 30, dans les années 40, avec des prêtres cinéastes, donc qui faisaient quoi? Des films de colonisation. Oui. C'est d'ailleurs le cas de Viking, là. C'est un film de colonisation, mais colonisation de l'espace. Non, c'est vrai. Et ensuite, le cinéma direct dans les années 60, qui reprend avec les Michel Brault, les Claude Jutras, les Pierre Perrault, qui font aussi essentiellement du documentaire, peut-être moins pour Jutras. Mais bref, donc la faiblesse des scénarios et des scénaristes québécois vient peut-être en partie de là, historiquement. Mais juste pour revenir sur donc, c'est-à-dire, oui, c'est un film à concept, donc avec cette idée-là d'une équipe B qui ne serait pas dans l'espace, mais qui resterait sur Terre, pour essayer d'explorer les problèmes interpersonnels qu'il pourrait y avoir entre les personnes, avec la justification un peu bidon, mais qui est amusante, que la NASA souvent fait des répliques des différentes machines qu'ils envoient dans l'espace pour régler les problèmes sur Terre. Ouais. Et la leçon, ou plutôt le message, ou en fait, c'est deux mauvais termes, là, mais l'idée du film, c'est que finalement, ce qui fonctionne avec les machines ne fonctionne pas avec des êtres humains. C'est-à-dire, on peut reproduire des machines, on peut régler des problèmes avec des machines, mais un être humain, même s'il répond à toutes les caractéristiques psychologiques d'un autre, finalement, il y a toujours une sorte de degré de liberté qui va faire en sorte que il va avoir un grain de sable dans l'engrenage. Moi, je trouve que Viking
Et juste dire le fond de ma pensée, et ensuite on peut en discuter plus. Mais moi, c'est assurément un film que je vais enseigner. C'est-à-dire, chaque année, quand je donne le cours cinéma québécois, je prends toujours une œuvre qui va être le travail sur lequel donc qui va être le film sur lequel vont travailler les étudiants et les étudiantes. Et je cherche des films assez allégoriques ou symboliques qui essaient de dire quelque chose sur le cinéma au Québec au sens large. Et Viking, on est absolument là-dedans. Je pense que c'est un film qui est, comme vous l'avez dit, une sorte de métafilm, un film réflexif qui parle du cinéma, de la place de la culture au Québec sur le continent nord-américain. Ouais. Et pour moi, c'est une sorte de décodeur sur ce qui est la force et le problème du cinéma québécois, à savoir que c'est finalement toujours les mêmes histoires, toujours cette espèce de manque d'aventure qui frappe les films québécois, ce désir d'aller ailleurs, mais de ne pas vraiment être capable de le faire. Je pense qu'on peut même dire un manque d'ambition aussi. Est-ce que c'est un manque d'ambition? C'est-à-dire, on fait un peu avec ce qu'on a aussi, d'une certaine manière? Mais Viking est un bon exemple, parce que ça se veut un film de science-fiction avec pas de budget. Avec pas de budget, ça, il faut exactement. quand même l'accepter comme spectateur. Oui, absolument. Mais ce qui continue à manquer de ce film-là, au-delà de ses qualités éducatives, on va dire, pour souligner ce que dit Thomas, c'est pour moi ce manque de point de vue global, c'est-à-dire de fil rouge, au-delà de la succession, pas succession, mais de l'enchaînement de scénettes qui sont bien faites, qui sont drôles, qui sont agréables, qui sont réflexives, mais le film laisse quoi? C'est un peu ça qui m'embête avec Viking, c'est-à-dire ce sentiment de voir un film, oui, bien fait, mais qui ne s'inscrit pas dans le temps, qui ne s'inscrit pas dans une durée ou en tout cas dans une perspective plus large que celle d'un visionnement qu'on voit puis qu'on oublie. Thomas? C'est une bonne question. C'est Stéphane Lafleur qui parlait de son film en disant que c'est un peu le 2001 des pauvres. C'est-à-dire, c'est parce qu'évidemment, il y a... et même j'ai... c'est plus que des clins d'œil. Je pense que j'ai même été surpris d'entendre Stéphane Lafleur dire que 2001, c'est peut-être son film préféré parce que pour le coup, c'est pas exactement à Kubrick qu'on pense quand on réfléchit à Continental ou à Tudor Nicole. Par contre, est-ce que c'est le premier film qui vient singer ou mimer 2001? Absolument pas. Je veux dire, donc 2001 est une référence culturelle mondiale. Par contre, cette idée-là parce que dont je parlais tout à l'heure des films de colonisation, c'est-à-dire le cinéma québécois qui est né par le documentaire avec des films sur la colonisation de la Gaspésie ou de l'Abitibi, ensuite dans les premiers films de fiction. Les films de l'abbé Proulx. Ben voilà, c'est ça, donc Maurice Proulx. Et un des films de fiction les plus importants du Québec dans les années 50, c'est le film Les Brûlés de Bernard Develin, avec Félix Leclerc qui joue là-dedans. Et c'est un film de fiction qui reprend l'idée de la colonisation donc, du nord du Québec. Donc, donc tout à coup, on fait le film de fiction qui est le pendant des films documentaires. Et il y a plusieurs répliques qui sont mentionnées dans Viking, avec l'espèce de chef de la NASA qui fait le speech au début du film pour l'équipe B, pour dire comment donc l'humanité se construit avec des gens braves comme vous. On prend cette scène-là. Il y a une scène identique dans Les Brûlés, mais c'est pour les colons qui vont faire de la terre et qui vont défricher. Donc, il y a quand même un intertexte qui est sûrement pas voulu. Je pense pas que Stéphane Lafleur regarde Les Brûlés à tous les soirs. On sait jamais, mais... Cela dit, le film est encore disponible sur le site de l'ONF. C'est ça. Les Brûlés? Oui, pas Brûlés, Viking, oui. Non, mais c'est pas loufoque. Non, pas du tout. Faire un petit clin d'œil, je sais pas. Là. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien son cinéma et le cinéma en général. Mais c'est drôle, moi, le film auquel je pensais en voyant Viking, c'est-à-dire avec cette idée de science-fiction sans moyens, de réflexion sur la solitude, de à quel point le contact avec l'espace finit par rendre fou, finit par faire dérailler le peu d'humanité qui nous reste. C'est Moon de Duncan Jones, qui est le fils de David Bowie, mais ça n'a rien à voir, qui a fait un premier film... Et vous êtes people, à mon Dieu, vous n'en doutez même pas. Mais premier film absolument remarquable, où un astronaute est envoyé dans une station pour veiller sur le bon déroulement des choses, mais il reste là tout seul. Et il n'a qu'un ordinateur comme compagnie. Et je trouve qu'on est un peu dans les mêmes eaux, c'est-à-dire comment faire de la science-fiction aujourd'hui quand on n'a pas les budgets d'un Denis Villeneuve ou des Marvel. Comment est-ce qu'on peut charger un film de signification avec très peu de choses au final? Bon, ce film-là, il date quand même de plusieurs années. On n'a pas non plus ce recul sur la place de la culture québécoise dans un océan nord-américain. Ceci dit,
je vous conseillerais de voir les deux, en fait. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais, si vous voyez Viking, je connaissais pas. Moon, formidable, vraiment. Parce que je sais que Stéphane Lafleur, je suis allé voir, je me suis préparé, je suis allé voir sa page Wikipédia. Non, mais il se dit influencé par Andrei Tarkovsky. Oui, bon, ben c'est ça. C'est pour ça que je vous parle d'anecdotique. C'est parce qu'on ne cite pas Tarkovsky quand on n'a pas une réflexion puissante sur l'humanité, sur la spiritualité, sur ce que c'est qu'être un être humain au fond. Et je trouve que c'est des références exagérées. Kubrick, Tarkovsky, 2 dans Mediafilm, ça dessert ce film-là. En fait, si on l'avait abordé peut-être avec un petit peu plus de modestie, je pense que ça l'aurait... aurait mis en valeur ses qualités au lieu de nous donner l'impression qu'on se mesure à des choses beaucoup trop grandes pour ce film-là. Ouais, je crois pas que ce soit, comment dire... j'ai pas lu la page de Stéphane Lafleur donc récemment, donc peut-être que je me suis pas assez bien préparé. Mais donc, finalement, oui, je pense que Tarkovsky, donc ce serait un assez mauvais filtre de prendre Solaris et de regarder Viking à côté parce que ça ferait un peu rire. Comment dire, le film en même temps... On peut regarder Andrei Roublev, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, peut-être à côté de Tudor Nicole, vu que c'est en noir et blanc. Oui, c'est ça. Mais, comment dire, je pense pas que l'ambition non plus de Stéphane Lafleur, c'était de faire une parodie de film de science-fiction. Donc, il est dans une espèce de ligne assez mince qui est évidemment pas un film épique, un film grandiose, mais qui est pas non plus une farce ou un film de série B. Mais non. Donc, il jongle entre les deux. Je suis d'accord avec Hélène, avec l'idée, on ressort de là. Moi, c'est sûr que j'ai mon bagage de prof et de critique et tout. Donc, moi, ça me sert, comme je disais, d'une sorte de décodeur pour comprendre le manque d'aventure ou l'espèce de décalage constant des films québécois qui essaient de tenir un discours sur le monde au sens large. En tant que spectateur, c'est vrai qu'il y a, comment dire, c'est peut-être un peu artificiel, c'est peut-être un peu froid. Bon, en même temps, ça fait rire aussi. C'est un commentaire sur la télé-réalité, absolument. C'est-à-dire, donc, et les personnages mais qui sans intimidation. Et sans Julie Snyder. Oui, c'est particulièrement d'actualité. Hein. Quoi qu'il y a de l'intimidation, là, mais ils sont capables de régler ça eux. Ils n'ont pas besoin de commanditaires qui s'en font. Ceci dit, pas pour jeter des fleurs à la balado, mais il n'y a aucun autre endroit au Québec où vous entendrez parler de Vikings sous le spectre d'occupation double. Tout à fait. Ça n'arrive pas. Tout à fait. Voilà. Hey, Thomas, j'ai une petite question parce que vous dites que vous allez enseigner Viking et ce film-là va remplacer quel film que vous enseignez avant? Oui, c'est ça. Présentement, en fait, c'est même pas un film, c'est une série, Le Temps des Framboises, donc de Philippe Falardeau. Ben oui. Je donne le cours cette session à l'Université de Montréal et justement, je trouvais que Viking et Le Temps des Framboises rentrent un peu dans la même idée que finalement, ça reprend des enjeux assez profonds de la culture québécoise et pas seulement du cinéma. Donc, Le Temps des Framboises, c'est plus faire de la terre, justement, c'est donc l'imaginaire rural, mais que ça vient moderniser ou essayer de problématiser ces enjeux-là, c'est-à-dire Le Temps des Framboises. Bon, on n'en parlera pas longtemps, là, mais c'est une série sur une famille d'agriculteurs qui doit prendre une décision, est-ce qu'on continue ou non de faire ce qu'on fait, et des séries sur la campagne et sur les agriculteurs, on peut penser à 5e rang ou des trucs comme ça qui ne sont pas particulièrement édifiants, quoique c'est quand même... C'est quand même réalisé par Myriam Véraud et par Francis Leclerc, donc mais c'est plus alimentaire, mais dans tous les sens du terme. Là, ça parle de fermier aussi. Là. De moins en moins, hein, ça parle de moins en 5e rang. Ça a été un plaisir coupable à la maison avec mon amoureuse. On regardait ça vraiment parce que c'est ça. Puis ils sont passés. Là, ça a pris le chire, apparemment. C'est du fuck. C'est du fuck. C'est rendu un serial policier où l'agriculture a à peu près pas de place. Là, on a arrêté, cela dit, parce qu'on a tombé dans Curb Your Enthusiasm. On s'est tout claqué les 11 séries. J'avais juste vu la première, en tout cas. Eh bien, le ton de Curb Your Enthusiasm, je trouve, ressemble un peu à du Stéphane Lafleur. Je trouve qu'il y a quelque chose... On n'est pas dans la même acidité, mais on est dans cette espèce de côté très pince sans rire qui peut déstabiliser beaucoup. C'est vrai. Qui peut être... surtout au Québec. Mais c'est plus gras, par exemple. Oui, c'est plus gras. Ben, c'est une sitcom aussi. On est dans un... blague de bisounes dans Curb Your Enthusiasm. Bon, je suis sûre que Stéphane Lafleur n'est pas contre. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce ton-là qui, je pense, déstabilise un peu le public québécois, qui n'est pas habitué à cet humour-là, qu'on voit très peu finalement dans notre cinématographie. C'est vrai. Et juste pour finir là-dessus, c'est-à-dire, j'ai donc Le Temps des Framboises, Maria Chapdelaine, Les Loups de Sophie Doras, mais... donc, on pourrait parler de Maria Chapdelaine longtemps. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Non, on fera pas ça. On le fera au prochain remake. Il va en avoir un. Oui, probablement. On fera ça, Hélène. Mais juste, je pourrais conseiller à vos auditrices et à vos auditeurs, c'est-à-dire pour comprendre le film Viking,
Moi, c'est peut-être un peu, comment dire, c'est peut-être propre à moi-même, mais il y a un essai québécois que j'aime beaucoup, donc d'Isabelle Daunet, qui est professeure à McGill, qui s'appelle « Le roman sans aventure », qui avait été publié en 2015-2016. Et Isabelle Daunet s'intéresse surtout à la culture française et tout à coup décide de faire un essai sur le roman québécois de Maria Chapdelaine à Régent Ducharme et à Hubert Aquin environ, et avec une thèse assez polémique, avec l'idée que le roman québécois manque d'aventure, c'est-à-dire pas au sens de péripéties ou donc d'explosion ou de course-poursuite, mais au sens un peu de ce qu'Hélène voulait dire, de transformation du monde. J'ai juste une phrase que j'ai notée ici. « Or, dans le cas du roman québécois, aucune question, aucun événement, dit Daunet, n'ébranle assez le monde où vivent les personnages pour leur offrir, au sens forme du terme, une aventure. » Puis on a le manque d'aventure, on peut aussi dire ça par le manque de romanesque. Oui. Ça, on n'arrive pas à aborder le réel, puis je pense que oui, cette tradition du direct fait qu'on a un rapport au direct qui présume que le réel va suffire, que le réel va dire, que il suffit de le laisser parler. Presque. Oui. Et que donc, je pense que ce problème de cette absence de scénariste ou de maîtrise du scénario, ça vient de là aussi. Ce qui a jamais été, si on compare au cinéma américain, ben c'est tout le contraire. Oui. Le cinéma américain, justement, va plutôt se débarrasser du réel pour créer de l'aventure, pour créer du romanesque. Je ne sais pas s'il y a une voie médiane qui serait extraordinaire entre les deux, mais effectivement, je crois que c'est un des gros enjeux de notre cinéma. Oui, Thomas, vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, on va passer au prochain film. Bah, juste dire en une phrase que finalement, ce manque d'aventure et cette espèce d'échec de romanesque, finalement, moi, c'est ce que j'aime dans Viking. C'est-à-dire, c'est à travers cette déception-là qu'on peut quand même atteindre quelque chose de plus optimiste. Et je pense que la fin, sans spoiler, quand même est une sorte de fin douce amère qui vient un peu racheter cette déprime-là des personnages du cinéma québécois et qui tout de même nous amène ailleurs. Et le film, comme on l'a dit aussi, a des scènes assez magnifiques. Donc même... Oui. Et on finit par se faire prendre au jeu, d'oublier que c'est pas réellement l'équipe sur Mars et tout ça, et donc de le vivre au premier degré. Et ça, je trouve que c'est une réussite, entre autres, pour ce film. Bon. Alors, Viking de Stéphane Lafleur, qui est disponible partout, dans beaucoup de salles, je pense. J'ai pas vérifié avant de faire. Avant vérifié, non. J'imagine que oui, là, quand même. J'imagine, et sinon, il devrait à un moment donné débarquer en version numérique, j'espère. Oui. Alors, prochain film, Falcon Lake de Charlotte Lebon. On va aller écouter tout de suite un extrait. T'as quel âge, là, Bastien? J'ai 13 ans, mais j'ai bientôt 14 ans. C'est là qu'il y avait un fantôme ici? J'y crois pas trop, donc... Ils ont retrouvé les corps d'un jeune en part sauvage, là, là-bas. Tu m'as suivi ou quoi? Peut-être. Tu viens? Je pense que c'est ça ma pire peur. C'est de me sentir seule toute ma vie. T'es pas seule, là? Premier long-métrage de Charlotte Lebon. On l'a connue, présentatrice météo Grand Journal. Elle a décroché plusieurs rôles dans des films, entre autres Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, qui n'est peut-être pas le plus réussi de la série. Non. Artiste visuelle, en dessin, photo. Elle avait fait un premier court-métrage, Judith Hotel, qui avait été sélectionné à Cannes en 2018. Le Falcon Lake, son premier long-métrage, est une adaptation très, très libre du roman graphique de Bastien Vives, Une sœur. Bastien Vives, qui est une méga star de la relève en bande dessinée en France. On va peut-être commencer avec Thomas cette fois-ci pour ce film-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'avais pas énormément d'attentes, mais non, c'est ça. Moi, j'avais vu Charlotte Lebon, entre autres, dans L'écume des jours de Gondry. Là. Elle jouait le rôle d'Isis, donc la de Chloé. Elle a joué avec des bons réalisateurs. Oui, mais elle n'a pas nécessairement transcendé son côté actrice de second plan. Oui. Comique, pétillante. Oui, mais je pense pas qu'elle a une grande ambition de comédienne. Non, probablement pas. C'est la réalisation. Poursuivez, Thomas. Oui, on l'a vu aussi dans la deuxième saison de C'est comme ça que je t'aime récemment, aussi, dans un rôle encore un peu secondaire, mais quand même remarquable. Oui, donc le film, j'avais pas énormément d'attentes. J'ai pas lu le roman graphique, je me suis documenté un peu. Pourtant, ce sont des thématiques qui m'intéressent. Je travaille beaucoup sur l'adaptation, donc le passage du texte à l'écran et vice-versa. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. J'ai vu que le roman graphique était en noir et blanc déjà, donc c'est un peu différent. J'ai remarqué certains détails comme des vêtements qui étaient les mêmes dans le film que dans le roman, donc ils ont quand
quand même essayé une forme de fidélité là-dessus. Par contre, le roman graphique, sauf erreur, ça se situe en Bretagne. Oui, sur le bord de la mer. Voilà. Alors c'est ça, c'est pas un détail anodin parce que c'est en noir et blanc, mais il y a quelque chose de solaire. Parce qu'on sent vraiment les vacances, on sent... Parce que, évidemment, c'est un film sur le passage un peu à l'âge adulte, la première relation amoureuse et sexuelle d'un jeune garçon avec une adolescente plus vieille que lui. Bon, il y a ça aussi. Et on sent le côté chaleur estivale solaire dans le roman graphique qu'on ne sent pas dans Falcon Lake. Puis ça, c'est un choix de Charlotte Lebon de le camper dans ce qu'elle connaissait, c'est-à-dire... Les Laurentides. Les Laurentides. Oui, c'est ça, qui sont pas non plus la grande nature québécoise, donc au fin fond du Nord. Mais c'est plus, c'est ça, c'est un chalet pour Montréalais, finalement. Et donc, oui et non. Ça aurait pu être... C'est pas Tremblant non plus, là. Non, c'est ça, c'est un entre-deux, disons. Voilà. Et bref, donc, pas énormément d'attentes. Le film m'a quand même donc surpris. C'est encore une fois un film assez ténu, là, comme Viking aussi, c'est-à-dire c'est une sorte de bulle, donc il n'y a pas énormément de personnages, même, c'est-à-dire quand on regarde aussi le générique et tout, on peut voir Monia Chokri, mais finalement, elle est là comme 2 minutes, là, donc voilà, donc c'est vraiment avec Sarah Monpetit, et j'oublie le nom, donc Joseph Engel, qui joue donc Bastien, le jeune garçon, qui sont là dans à peu près tous les plans. Le film est intéressant du côté formel, je pense que c'est en fait surtout un exercice formel, ce film, donc l'histoire, au final, est assez mince, là. C'est un récit initiatique, découverte de la sexualité, avec une trame d'horreur, une sorte de filtre qui est appliqué comme ça au film. D'emblée aussi, on voit des posters de c'est quoi, il y a Psycho. Et encore une fois, ce serait pas au même titre que 2001 n'est sans doute pas donc la bonne façon de regarder Viking. Non. Donc Psycho est sans doute pas la bonne façon de regarder Falcon Lake non plus. Ce serait un peu dommage pour Falcon Lake. Mais donc, un film ténu avec un récit assez mince, une forme de mystère qui se développe avec un jeu temporel aussi qu'on va pas spoiler. Mais côté mise en scène, je pense qu'il y a plusieurs éléments intéressants sur l'apparition des corps dans l'écran, le jeu avec le hors-champ aussi. Oui. On remarque souvent donc, le motif des plans vides, donc de forêt et tout, avec un chemin et finalement quelque chose émerge, un personnage va finir par sortir du plan. Donc je pense que c'est bien maîtrisé, ce qui est déjà intéressant pour un premier film de quelqu'un qui avait une autre carrière avant. C'est pas le premier film typique non plus. Parfois, des cinéastes veulent tout mettre dans un premier film, comme si c'était le dernier. Non, elle, je pense que ça va. Elle en aura d'autres. Non, c'est ça. Mais ici, justement, c'est un bon choix de faire un film presque en mode mineur, avec donc très peu de personnages, une petite histoire. Est-ce que c'est transcendant? C'est-à-dire, est-ce que c'est un film qui est unique à la fois dans le côté fantastique, à la fois dans le côté initiation? La réponse est non, je pense, dans les deux cas. C'est quand même des récits qu'on voit assez souvent, ce qui ne veut pas dire que le film est sans intérêt, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les films qui sont uniques et pourquoi pas. Moi, j'ai beaucoup aimé Sarah Monpetit, que j'avais vu dans Maria Chapdelaine, dont il ne faut pas parler, donc ça a l'air. Donc, non, on n'en parle pas. On en parlera une autre fois. Non, c'est parce que je fais des moue pendant que vous parlez. Je m'excuse, si vous étiez en face de moi, vous me verriez. Ouais, j'ai fait une moue. J'ai fait une moue parce que moi, Sarah... Vous avez fait une moue sur Sarah Monpetit? Oui, parce que... Pour dire la vérité, je trouve que pour l'instant, elle n'a pas encore montré son talent d'actrice et qu'on la retrouve ici dans Falcon Lake exactement comme on l'a trouvé dans Maria Chapdelaine, c'est-à-dire le cliché de l'adolescente boudeuse, attirante, qui me fait énormément penser à Isabelle Adjani dans L'été meurtrier. Hein, ce côté très fantasme qu'on projette sur l'adolescente, secrète, boudeuse, un peu gironde, qui dans le fond va déclencher des passions alors qu'elle fait pas grand-chose. Là, je sais qu'elle s'apprête à interpréter une vampire. Okay. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte qu'on arrête de la cantonner dans ce regard très fantasmatique qu'on peut avoir sur les jeunes femmes au cinéma. C'est un problème depuis toujours. Clairement, il n'est pas réglé. Et l'irruption de Sarah Monpetit dans notre cinéma au cours des dernières années vient confirmer un peu ce qui, moi, m'embête. C'est-à-dire qu'on... joue de vampire, ça ne va pas régler le problème du fantomatique. Non, c'est ça. Non, fantasmatique. Ah, fantasmatique, fantasmatique, pardon. Les deux. Faut voir. Non, mais on verra. Mais je trouve qu'il y a
quelque chose dans l'utilisation de Sarah Monpetit qui, pour l'instant, est extrêmement limité et reconduit. Je ne veux pas dire sexiste parce que ça serait gros, mais une tendance à voir les personnages de jeunes femmes comme des déversoirs à fantasmes. Et ça m'emmerde. Et pourtant, c'est quand même une femme qui a fait Falcon Lake. Oui, mais ça n'empêche pas. C'est qu'on a internalisé... Oui, mais on est aussi bêtes que les hommes, Fred. On a internalisé toutes ces bêtises-là de façon très... Ah non, mais tout à fait ouverte. C'est pas parce qu'une femme regarde que forcément le regard va être dénué de sexisme. Attends, moi, j'ai fait une erreur quand j'ai vu Falcon Lake. Je l'ai vu parce que j'avais un lien... Je l'ai pas vu au cinéma. Là. J'avais un lien sur mon ordi et je lisais une sœur en même temps pour comparer. Je sais qu'il faut pas faire ça, là, parce que Charlotte Lebon l'a dit, Bastien Vivès, quand il y a eu la demande de faire l'adaptation, a dit je vous la donne parce que je sais que vous ne serez pas capable. Bon. C'est pas adaptable. Et effectivement, puis elle s'est dit, je m'en fous du scénario, je ne l'ai pas suivi. Ça m'étonne un peu, parce que tant qu'à ça, pourquoi autant pas le faire, c'est ça. Une autre histoire. Mais dans Une sœur, premièrement, la fille, les deux personnages sont un peu plus vieux. Le garçon, je pense, a 14 ans ou 15, et la fille en a 17. Il y a plus de sexualité, mais en même temps, pas tant que ça, mais c'est plus sexuel. Parce qu'on sent vraiment... Bastien Vivet, c'est un homme qui écrit vraiment comme il se sentait petit garçon. C'est ça, probablement, quand on va avoir sa première relation, sa relation sexuelle avec une fille qui est plus délurée, moins mystérieuse dans le roman graphique. On joue pas la carte du mystère. C'est vraiment une fille qui est bien dans sa peau. Voilà, c'est Sarah Monpetit. C'est comme ça qu'on l'utilise. Je trouve qu'on a un petit manque d'imagination autour de cette fille-là. Je doute pas de ses qualités d'actrice, mais pour l'instant, elle est cantonnée à cette image très rigide de ce qu'est une jeune adolescente qui suscite le désir. Bon, ceci dit, elle ne fait... C'est quand même le propos du roman graphique, cela dit. C'est ça. Puis elle n'est pas non plus le cœur du film tant que ça. C'est-à-dire qu'elle suscite des émotions chez ce jeune garçon, mais elle n'est pas... C'est pas le personnage central, pivot. Moi, j'ai c'est la forêt, c'est la nature. C'est la nature, Fred. Cette nature qui nous dit tant. Non, mais je trouve que c'est un film... Attends, Thomas, qu'est-ce que vous dites? C'est la même chose? Mais j'allais juste dire, c'est un peu la même chose dans Maria Chapdelaine. Finalement, c'est même pas un film sur ce personnage-là. C'est-à-dire tous les autres personnages autour sont plus présents et ont plus de répliques qu'elle. Juste une micro-parenthèse peut-être, mais c'est-à-dire, oui, les deux rôles peuvent se ressembler, mais en même temps, dans le jeu physique, c'est-à-dire, elle est plus agitée dans Falcon Lake, donc Sarah Monpetit, dans Maria Chapdelaine, où c'est plus un côté... Donc, un côté de John Ford, c'est-à-dire c'est un peu le côté western avec le personnage au centre de l'écran. Il y a une sorte de force d'attraction autour d'elle, alors que là, elle est beaucoup plus élusive, elle disparaît du cadre et elle revient. Mais on reste quand même dans un personnage très passif et ça m'ennuie un peu. Hein, les personnages de femmes qui ne font que susciter et qui ne sont pas actives, ça a tendance à m'agacer un peu. Mais ceci dit, Falcon Lake reste un film qui, moi, m'a beaucoup surprise. D'abord parce que c'est le film d'une actrice, un premier film d'actrice. Non, mais ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Et là, ce n'est pas un film d'actrice. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monia Chokri, Karine Gontier-Heinemann, elles sont là 45 secondes. On n'est pas là pour faire des performances. Non. On n'est pas là pour mettre en valeur les copines. C'est un film d'atmosphère, d'abord et avant tout. Ce qui probablement lui vient de ce background d'artiste visuel qu'elle a. Donc, utiliser les images pour créer une sensation, créer une atmosphère. Et ce que j'aime aussi, on s'en moquait un peu au début, mais je trouve que c'est pas un film carte postale non plus. C'est-à-dire que c'est vrai. Parce que ça sentait au début, là, quand tu lis sur papier, qu'est-ce que ça va être? Tu dis, OK, une coproduction pour plaire aux Français. Tu dis, mon Dieu, ça va être les belles feuilles rouges et le reflet du soleil couchant sur le lac. Non, ici, les Laurentides, c'est un lieu d'épouvante. D'épouvante sans effet. Et c'est pour ça que j'aime le film. Qu'est-ce que vous voulez dire, d'épouvante sans effet? C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire peur, on ne cherche pas les effets d'épouvante, mais le climat dans ce film en est un de peur. Et j'aime beaucoup cette idée de relier la sexualité, les débuts de la sexualité à quelque chose d'effrayant. Mais voilà, c'est là qu'on voit la différence avec le roman graphique et le regard masculin, féminin, parce que je pense que pour les garçons, l'éveil de la sexualité, c'est beaucoup une curiosité.
il n'y a pas beaucoup de peur. Alors que pour une jeune fille, il y en a beaucoup plus. Voilà. Et parce je trouve que dans le roman graphique, il y a tout l'aspect fantôme, parce que dans Falcon Lake, le film... l'exploite beaucoup, il y a quand des même. fantômes qui apparaissent, et je trouve que c'est les plus beaux moments, en tout cas sur le plan... C'est ça, et c'est aussi une tradition orale qui est très québécoise, parce qu'on se raconte des histoires de fantômes. Alors que dans le roman graphique, il n'y a pas ça. C'est évacué. Ça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que la représentation de la sexualité naissante des adolescents a été rarement représentée par le cinéma. Pas seulement québécois, largement. On l'a représentée de façon grossière dans des films comme American Pie. Des cochonneries. C'est drôle. Je bande pour la première fois. Bon, ça avait un intérêt limité. Mais j'ai pensé, alors on n'est pas du tout dans les mêmes, le même intérêt de cinéma. Ceci dit, il y a un film qui réussissait ça, c'est-à-dire montrer ce désir naissant comme quelque chose de relié au danger, à la peur, à la mort, au sang. C'est Let the Right One In, film de vampire suédois. Ah oui, encore des vampires, vous en parlez souvent des vampires. Mais j'aime bien les vampires, c'est une bonne façon de comprendre le monde. Et ce film-là est formidable parce que justement, ce sont deux très jeunes gens. Un jeune garçon qui doit avoir 14-15 ans, qui rencontre une jeune fille du même âge, sauf que la jeune fille est une vampire. Et plus leur relation va se développer, plus il va se rendre compte que l'attirance qu'il a pour elle, elle est aussi reliée à une attirance pour un monde plus secret, plus noir, plus dangereux. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes effets, mais j'aime que Charlotte Lebon soit allée jouer dans ces terres-là, parce que notre territoire, quand il est filmé, il l'est rarement sous cet angle-là, c'est-à-dire comme le terroir du danger. De la peur. Ce qu'on exploite très peu finalement, alors qu'on est tous allés dans des chalets. On a tous eu la trouille à un moment donné quand il se met à faire noir, puis à se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait surgir de ces bois? Et je ne comprends pas pourquoi notre cinéma ne l'exploite pas plus. Je crois qu'on a un territoire extraordinaire pour le cinéma de genre. C'est vrai, ça. Et qu'on n'en fait rien. Oui, j'allais rebondir. Non, d'ailleurs, pour Let the Right One In, sauf erreur, il y a une série HBO qui vient de sortir aussi, donc là-dessus, si je ne me trompe pas. Donc, ils viennent Et il y avait eu un film suédois, un film américain, et ensuite il y a la série HBO. Donc finalement. Le film suédois, le seul, le vrai. OK, mais il y a des vampires partout, donc vous serez contents. Et qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, moi, le film, comment dire, une sorte d'amour d'été entre dans des jeunes personnes, c'est sans doute Monica de Bergman. Donc, un été avec Monica, mais qui est encore une fois peut-être dans un autre niveau que Falcon Lake. Par contre, il y a un truc sur l'espèce de violence du terroir, danger du terroir, les espèces de marécages qu'on voit dans le film. Moi, j'ai plutôt l'impression, c'est-à-dire, il n'y a pas que ça dans le cinéma québécois, mais un film comme Marécage de Guy Hédouin, à peu près tous les films de Denis Côté, qui se passent dans la forêt ou dans des lieux comme ça. Le film Les Affamés, donc le film de zombies de Robin Aubert. C'est-à-dire, je pense que c'est une veine qui existe, qui par contre a été travaillée de manière assez nouvelle et originale par Charlotte. C'est ça, en réfléchissant au désir. Ce qui, pour l'instant, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup réfléchi à l'idée d'étrangeté, mais l'étrangeté plus le désir, je trouve que ça donne un petit vernis très intéressant à ce film-là qui, je vais être d'accord avec Thomas, c'est ténu. C'est pas nécessairement un film qui va traverser le temps, mais ça reste un premier film qui, pour moi, met la table d'un geste de cinéma que j'ai envie de voir se développer. Ben, c'est intéressant parce que j'ai l'impression souvent, puis Hélène, on en parle des fois sans tout enregistrer, évidemment, quand on parle du cinéma et de la télé au Québec. Souvent, vous dénoncez un peu le manque de cinématographie du cinéma. Que souvent, on filme des gens qui parlent, puis avec une suite de scènes qui amène à une Non, fin. là, il y en a. Puis dans Viking aussi. Là, et Thomas, vous avez dit tantôt, dès le début, quand vous parliez de Falcon Lake, que vous aimiez le côté formel. Peut-être de développer aussi. Qu'est-ce que vous avez aimé sur la forme du film? Oui, bien déjà, donc le choix de tourner dans un format plein écran comme ça, donc et non pas en cinémascope, c'est un choix qui est un peu surprenant, considérant qu'il y avait... c'est un format carré, en fait. Parce que normalement, un petit peu restreint. Les films sont au Québec, mais j'imagine que c'est ailleurs aussi, c'est en cinémascope, ça veut dire quoi?
Ben, c'est-à-dire le format 16:9, donc plus écran de télévision, plus rectangulaire. Et donc, prenez tous les films d'Éric Rohmer, eux sont en 4:3, donc en format carré. Prenez n'importe quel western de John Ford, c'est-à-dire les plus tardifs. Et là, vous avez donc une image qui est plus aplatie et plus rectangulaire. Et pourquoi on fait ça? Pour voir plus de paysages, justement. Alors que habituellement, les écrans carrés, donc 4:3, c'est plutôt pour cadrer des visages, parce qu'on peut faire des gros plans plus facilement. Juste pour simplifier, pour que tout le monde comprenne bien, le cinémascope, c'est donc 2 grandes bandes noires en haut et en bas, et l'image qui prend une ampleur. Souvent, on utilise la profondeur de champ quand on a ce format-là, parce que ça devient le fun à fouiller. Oui, OK, je comprends. Et ici, donc, on avait beaucoup de paysages qui sont filmés dans un ratio, dans un format qui n'est pas nécessairement propice pour les filmer, d'où leur étrangeté qui va ressortir peut-être davantage. Ce que j'avais aimé côté formel, je pense que je l'avais mentionné rapidement, mais c'est aussi beaucoup de plans vides, et plus le film évolue, plus on se transporte même vers des natures mortes, c'est-à-dire on voit des plans donc, du chalet avec personne dedans, des plans d'assiettes de nourriture qui ont passé la nuit dehors, et ce qui cadre bien avec le propos du film, c'est-à-dire c'est pas de la forme pour le plaisir de faire de la forme, mais donc ça vient dire quelque chose sur l'évolution du récit, donc on peut pas dévoiler entièrement. Et pour revenir aussi sur ce qu'Hélène a dit, c'est-à-dire moi, donc par rapport à la mise en scène du personnage de Chloé, c'est ça qu'elle s'appelle, donc le personnage de Sarah Monpetit, j'ai presque ressenti un malaise aussi par rapport à la monstration constante, ou pour le dire simplement, donc pour le male gaze qui est porté sur ce personnage-là, avec l'idée que, en effet, même si c'est une femme qui réalise, on peut quand même avoir un regard masculin. C'est une femme qui a évolué en France. Oui, c'est ça. Non, mais il faut le dire, à un moment donné, on n'a pas le même gaze qu'on vive au Québec ou en France. Ça, c'est évident. C'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'elle fait dans le film? Donc, elle enlève son T-shirt, elle prend des douches, donc elle se baigne, elle est toujours en train d'être à moitié dévêtue. Est-ce que c'est un problème dans l'absolu? C'est-à-dire non, et d'autant plus qu'Hélène l'a bien racheté en disant que finalement, c'est pour montrer le côté apeurant de la sexualité du point de vue du jeune garçon, peut-être. Mais il y a quand même certains plans qui sont assez convenus. Donc, littéralement, il y a une scène où elle se baigne qui est une scène qu'on pourrait prendre avec le film L'Initiation, avec, j'oublie le nom, mais donc, c'est quoi? C'est Chantal Renaud, donc la femme de Bernard Landry, là, qui jouait dans L'Initiation. Oui. Et c'est les mêmes plans, donc, avec la poitrine qui ressort de l'eau et tout. Donc, est-ce que en soi, c'est condamnable en 2022 de faire encore un film avec un regard masculin sur des personnages féminins? Il y a quand même Blonde aussi, dont on va parler. Oui. C'est-à-dire Blonde parle de ça, justement, alors que c'est pas exactement le propos de Falcon Lake. Donc, sur le plan formel, je suis un peu mitigé, c'est-à-dire, je trouve que tout dans l'ensemble est bien réussi, qu'il y a quand même des formes d'audace. Ça me dérange un peu, sauf si on arrive à le rattacher au côté, finalement, fantastique qui va venir donner le contre-coup du désir premier degré qu'on peut voir dans le film à l'œuvre. Et je rajoute juste un petit détail. Moi, j'ai beaucoup aimé la photo dans ce film-là, qui a ce côté vintage, vieux film de famille, un peu mordoré, comme ça, très lancinante. Puis je me demandais qui l'avait faite, parce qu'on a quand même des très bons directeurs photos au Québec. Finalement, c'est pas un Québécois. Il s'appelle Christophe Brendel. Et c'est son premier long, mais il a fait la photo de tous les clips de Charlotte Cardin. Et en lisant ça, j'ai fait « Ah oui, voilà, il y a quelque chose là-dedans. Il y a une esthétique un peu à la mode qui correspond à une façon de représenter l'univers des jeunes femmes modernes, on va dire, que seraient et Charlotte Cardin et Charlotte Lebon. Oui. Mais pas Sarah Monpetit, on l'a compris. Mais non, mais il y a quelque chose dans cette direction photo. C'est drôle parce que des trois, c'est Sarah la plus jeune. Oui, finalement. Qui devrait être peut-être pas la plus moderne, mais... Oui, mais je pense qu'elle est regardée, elle n'est pas encore regardante. Non, et il serait temps. Oui, voilà, effectivement. C'est bien dit. Dernier mot peut-être sur ce film, Thomas? Le côté temporel dont on peut moins parler sans trop divulgacher le truc, mais c'est-à-dire c'est un film d'atmosphère, c'est un film de paysage, c'est un film assez corporel aussi avec les personnages, mais c'est également un film sur le temps qui se déploie tranquillement. Est-ce que c'est parfaitement rendu, cette espèce de punch à la fin qui joue avec, entre guillemets, les temporalités? C'est peut-être un peu mince là aussi. Je pense que
j'avais entendu, c'était peut-être Bruno Dequin de 24 images ou je ne sais plus qui avait dit par rapport à Falcon Lake, ce serait une très bonne idée de court ou de moyen métrage. J'étais pas nécessairement en désaccord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça marcherait pas mieux en court métrage. Le récit reste ténu. Hein? Mais peut-être qu'il y a l'air moins ténu en 16 minutes qu'en une heure. Non, parce que ici, le point de vue, l'utilisation du territoire, la mise en scène ça prend du temps, ça. Permet... C'est ça a besoin d'une certaine ampleur aussi. Je pense que dans un court-métrage, ça aurait dilué tout ça. Donc, je suis pas certaine que ce soit... Il y aurait moins le sentiment d'entropie, de monde qui est en train de se faire. Ouais. Mais par contre... Au moins, le film n'est pas si long. C'est quoi? C'est 80 minutes? Mais il y a quand même cette espèce de twist à la fin. Moi, m'a intéressé. Ça permet de revoir le film aussi avec certains détails sur lesquels on porterait plus attention, mais ça ne m'a pas convaincu non plus à 100%. Mais bon, donc ça, c'est seulement mon opinion. Oui, puis c'est un premier film quand même. C'est ça. Il faut quand même le dire. Donc, Falcon Lake est aussi sur beaucoup de salles présentement au Québec. Et je vous invite à découvrir Bastien Vives, mais peut-être voir le film en premier. Ouais. Faites pas comme moi. Les deux en même temps. Ouais, non, ça, c'est la pire affaire. Mais tu sais, souvent, on va lire le livre en premier. Ouais. Pour... Bon, allez voir le film. Et après, allez lire. Puis vous pourrez faire les jeux de comparaison parce que la fin n'est pas du tout la même non plus dans le roman graphique que dans le film. Bon, on l'a abordé très, très, très succinctement. Ce film de Mel Gaze, visiblement. Moi, je ne l'ai pas vu, mais Blonde, on va aller tout de suite écouter un extrait, puis après ça, on va en parler. On the hand. How'd you get your start? Maybe. What start? In movies. Quite continental. But diamonds are a girl's best friend. I guess I was discovered. Alors, voilà, Blonde, biopic de Andrew Dominik, que je connaissais pas. Ouais, formidable réalisateur. Qui a un personnage. Oui, qui est un personnage. Qui a l'air assez abrasif. Oui, qui avait fait des films formidables, un western qui s'appelait The Assassination of... The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford. Voilà, exactement. En 2007. Et puis surtout... Killing Them Softly. Ah oui! Ouais. Ah, c'est ça. Fred, j'ai voulu qu'on parle de Blonde, je l'assume, là, c'est moi qui l'ai mis au programme, parce que j'en ai parlé à ce micro en vous disant que c'était un des films que j'attendais le plus, que j'étais j'étais vendue d'avance, j'ai une fascination pour Marilyn. Andrew Dominik, je trouve, c'est un des réalisateurs les plus sous-estimés qui soit, et je suis obligée de faire mon mea culpa, parce que c'est une catastrophe. Ah oui, à ce point-là. Une catastrophe que ce Blonde. En plus, c'est adapté de Joyce Carol Oates, qui est une immense écrivaine, qui avait écrit cette biographie inventée de Marilyn. C'est pas une biographie, non, c'est pas une biographie comme on les connaît, là, qui suit Wikipédia, la temporalité. Non, pas du tout. C'était une façon, en fait, de retranscrire fictivement, à partir de ce qu'on connaît, les pensées de Marilyn. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était d'être Marilyn? Comment c'était, à l'intérieur de cette femme-là, d'être un sex symbole, d'être utilisée par l'industrie du cinéma, d'être constamment rabaissée à un statut d'icône sexuelle alors qu'elle voulait tellement plus. Le problème du film de Dominik, c'est qu'il fait ce qu'il dénonce. C'est-à-dire que c'est un film qui dénonce assez ouvertement l'utilisation de l'image de Marilyn, mais qui ne fait que l'utiliser et qui constamment lui tape sur la tête en la regardant souffrir. Et moi, les films qui prennent comme prétexte vertueux l'idée de dénoncer le tort qu'on a fait aux femmes, mais qui en fait en font autant, je trouve ça complètement con. Non, mais c'est vrai. C'est, à un moment donné, c'est un film qui, formellement, est sublime. Sublime. On passe, il y a des séquences en noir et blanc, la couleur, les espèces d'équilibre entre les deux, les effets formels qui sont d'une beauté, d'une somptuosité absolue. Et moralement, c'est un film abject.
abject. OK, Thomas, je vais vous entendre tout de suite parce que là, Hélène dit des choses quand même. Des grosses affaires. Des grosses affaires. Et on a su que donc Hélène avait une fascination pour les vampires et Marilyn Monroe. Donc, on pourrait imaginer. Un film de vampire de Marilyn, là, elle joue dans Asphalt Jungle, un petit rôle de femme fatale, je sais pas, mais enfin. Non, moi, j'ai vu, parce que moi, je suis votre humble serviteur, donc j'ai vu tous ces films-là à la suggestion d'Hélène. Je dois avouer, c'est ça, donc, en plus, on disait que c'était abject et que c'était misérabilisme, mais ça l'est pendant 2h50. Là, oui, donc, c'est ça que j'ai oublié de dire. Et moi, quand même, il faut avoir du temps devant nous, là. Oui, mais justement, le temps, je l'avais plus ou moins pour voir ce film, donc j'ai dû le voir en 4 moments, dont hier, pendant le cours de gymnastique de ma fille sur mon téléphone. Donc, ça, c'est la joie de Netflix, c'est qu'on est obligé de voir les films un peu n'importe où, parce que c'est un film Netflix, là, donc, pour vous. Et c'est le premier, je pense, qui avait été classé 17 ans et plus, ou je sais plus, je pense que vous en aviez parlé. Ah oui, mon Dieu. C'est ça. Je suis assez d'accord avec Hélène, c'est-à-dire, et donc d'ailleurs, le fait de voir le film en différents fragments, ça ne change pas grand-chose à l'expérience parce que c'est un film qui est assez fragmenté de toute façon. Donc, on a certaines vignettes de la vie de Marilyn avec évidemment des moments qu'on connaît, donc ses différents maris et donc des films importants dans lesquels elle a joué. Il y a certains moments dans le film où on voit la vraie Marilyn, c'est-à-dire on voit des extraits... Ah oui, OK, on mélange les deux. Donc, de Seven Year Itch où des hommes préfèrent les blondes. Et comment dire, c'est... Dans ces extraits-là, je retrouvais le plaisir que j'avais à voir Marilyn à l'écran dans les films de Billy Wilder et autres. Et après, on revenait au film, et non pas que la comédienne soit mauvaise, au contraire, c'est même elle qui porte le film. Anna de Armas. Oui, elle est formidable. Mais il y avait comme une tristesse de ma part, et donc, finalement, c'est peut-être ce que le film voulait montrer aussi, mais de déconstruire le mythe, déconstruire l'idole. Donc, je trouvais que ce passage-là, entre les images d'archives, entre guillemets, et le récit, la diégèse telle qu'on la voit, ça, je trouvais qu'il y avait une sorte de pincement au cœur qui est peut-être voulu, et ça a fonctionné dans mon cas. Mais sinon, en effet, c'est un film d'acharnement. On tape sur le même clou de la première à la dernière scène. Si l'idée du roman, que j'ai pas lu par ailleurs, mais j'ose croire qu'il a peut-être une voix un peu différente ou que l'effet doit être différent, mais donc on comprend d'emblée que c'est un film misérabiliste et qui va le rester jusqu'à la fin. C'est pas un problème en soi, mais c'est une expérience assez particulière. Non, mais attendez, quand vous dites misérabiliste, là, ça veut dire que le réalisateur fait de Marilyn une victime? Ah oui, de la première à la dernière scène. C'est-à-dire que ce film ne sert qu'à mettre en spectacle la souffrance de Marilyn. C'est une succession de scènes où elle se fait agresser, dominer, violer. Il y a même un plan de l'intérieur. En fait, je ne sais même pas comment appeler ça. Le point de vue est celui d'un cinéaste qui filmerait l'entrée du vagin de Marilyn. Ah oui? Oui. Donc, de l'intérieur? Ouais, voilà. Donc, pour voir ces enfants qui ne vivront pas, soit ça va être des fausses couches, soit des avortements, c'est abject. C'est abject et c'est d'autant plus incompréhensible que ce roman de Joyce Carol Oates comprenait le personnage Marilyn qu'elle-même s'était construit comme une carapace pour se protéger du monde et qu'elle l'a convoqué pour se protéger elle-même, alors que ce film-là passe complètement à côté de cette dimension-là. Ah, mais c'est l'inverse. C'est carrément l'inverse. C'est carrément l'inverse. Et en fait, ça m'a fait penser à un autre film que j'avais trouvé assez abject, un peu comme celui-là, c'est Black Swan de Aronofsky. Ah oui, bon Dieu, on regarde les femmes souffrir et on y prend un plaisir et on l'esthétise à mort, comme pour rappeler que regardez comme c'est beau la souffrance des femmes, regardez comme c'est... On essaye de dire que c'est intolérable, mais en réalité, on en jouit. C'est vrai que c'est oui. Et je trouve ça dégueulasse. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de peine pour Anna de Armas parce qu'elle est formidable. Ouais. Elle fait un travail qui va au-delà de l'imitation. Ce qui était très difficile parce que elle est brune, elle est cubaine, elle est petite, enfin, elle est plus grande et élancée que Marilyn. Ouais. Donc, c'était quand même assez difficile de reconstituer Marilyn, ce qu'elle fait avec beaucoup de talent. Vraiment, il y a une vulnérabilité, une profondeur, une intensité dans sa façon de jouer qui est remarquable, mais qu'elle soit allée mettre tout ce talent-là au service d'un film aussi abject, c'est vraiment une perte de temps.
Moi, je me souviens, sur la question de la violence des femmes à l'écran, je me souviens... c'est quelqu'un que j'invite souvent dans mes cours, mais donc Martine Delvaux, là, qui est professeure à l'UQAM donc en études féministes, qui avait écrit un papier, donc à l'époque, elle écrivait des lettres ouvertes pour Le Devoir ou La Presse. Elle a arrêté parce qu'elle se faisait insulter par Richard Martineau et compagnie, là. Mais elle avait parlé du film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, et avec... non pas pour déconstruire le film ou quoi que ce soit, mais d'un plan en particulier qui est un très long plan où donc Ryan Gosling étrangle un personnage féminin, et c'est un plan qui est extrêmement long. C'est-à-dire, c'est l'espèce de combat final à la fin. Ils sont un peu sous l'eau dans une machine, donc j'oublie les détails. Ah oui. Mais le plan, il est tellement long qu'il amène presque... C'est comme si ça insinuait qu'on devait prendre plaisir à voir ce personnage-là féminin qui est un androïde, donc se faire étrangler. Certes, on peut aussi le voir de l'autre côté et dire que c'est pour dénoncer la violence à l'écran, mais la ligne est toujours mince comme Hélène l'a très bien dit, entre dénoncer quelque chose ou prendre plaisir à la chose qu'on est en train de dénoncer. Et ce qui était un plan de 4 minutes chez Denis Villeneuve, ben, tout à coup, est un film de 2h50. Donc, ce qui réellement pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec un objet culturel comme celui-là? Je pense que, comment dire, c'est bien qu'on en parle. C'est assurément polarisant. J'ai lu un peu les critiques. Ça semblait pas non plus être un film qui est particulièrement bien reçu, là. Je pense que ce qu'on est en train de développer maintenant est quand même noté par-ci par-là par les critiques, mais... Non, on en parle parce que j'ai l'impression que le biopic est redevenu à la mode, c'est-à-dire qu'on va les voir au cinéma, alors que mon souvenir, c'est que les biopics, c'était des téléfilms qu'on voyait à la télé. Sauf que le cinéma... Il y a eu celui sur Freddie Mercury. Ouais. Il y a eu celui sur Elvis aussi, qui formellement, moi je ne les ai pas vus parce que la même année. C'est ça, ça date de cet été. Et formellement, je pense que... Est-ce que c'est intéressant? C'est Baz Luhrmann, donc ça va dans tous les sens, c'est baroque, ça chante, ça danse, ça surimpression. En tout cas, c'était spectaculaire. C'est spectaculaire, mais c'est du Baz Luhrmann avant d'être une biographie de Elvis. Donc, si vous aimez le style Luhrmann, vous allez être heureux. Si vous n'aimez pas, vous allez vous ennuyer comme pas possible. Mais c'est drôle parce que Elvis et Marilyn partagent une chose, c'est-à-dire... Ils sont morts. Non. Pardon. Oui. Est-ce que c'est vraiment mort? Ça, on ne sait pas. Il est sur une île déserte avec Émile Genet. Non, mais c'est que ces deux artistes qui n'ont pas été capables de déployer leur art. Ouais. Parce que Elvis aussi voulait jouer. Puis il y a des gens qui disaient, il a joué dans des navets, mais c'est Colonel Parker qui décidait quel film il allait jouer. Il fallait qu'il y ait une trame sonore assortie avec ça. Alors qu'Elvis a eu des tentations de vraiment jouer dans d'autres films, et il y a des comédiens qui ont déjà témoigné, qui ont joué avec lui, qui disaient qu'il aurait pu développer ce côté-là. C'est un musicien, Elvis, aussi, qui jouait de la guitare, mais le Colonel Parker ne le laissait pas faire, sauf dans le Comeback Special de 1968, où c'est Elvis qui a scénarisé beaucoup des protoclips, parce que dans le fond, c'est des vidéoclips avant l'heure. Et j'ai l'impression qu'avec Marilyn Monroe, c'est un peu ça aussi. Absolument. Marilyn a toujours eu l'ambition d'être considérée comme une artiste. Ouais. Je pense que sa dernière union avec Arthur Miller, elle vient pas de nulle part. Elle a voulu aussi se donner une respectabilité intellectuelle, être considérée comme une grande actrice. Elle a fait les belles heures de l'acteur studio. Et il suffit de voir un film comme The Misfits, qui est son dernier, pour voir à quel point c'était une actrice extraordinaire. Ah ouais. Et même si on enlève The Misfits de l'équation, il reste quelque chose. C'est une actrice comique unique. Elle a un tempo, elle a un rythme que personne n'a jamais réussi à égaler. Et ça s'enseigne pas, ça. Ça s'enseigne pas, exactement. Elle avait quelque chose qui... Billy Wilder l'avait bien compris. Billy Wilder, qui est un des rares qui a réussi à la faire tourner. Vous avez écrit un livre sur Billy Wilder? J'adore Billy Wilder. J'aime cette époque-là, j'aime ce cinéma-là profondément. Mais je pense qu'une artiste comme Marilyn a été victime d'un système comment dire, d'un système qui a été inventé par les studios pour créer de la gloire. Alors qu'elle, je pense qu'elle avait des ressources pour être autre chose que ça. Et est-ce que ça se peut aussi que c'est difficile quand on est une femme extrêmement belle,
d'être autre chose qu'extrêmement belle. Ben, c'est ça. Betty Davis, on lui permettait de jouer des grandes tragédies, des grands drames, d'être incroyablement versatile aussi dans les rôles qu'on lui offrait. Marilyn, on voulait qu'elle soit belle. On voulait qu'elle apparaisse à l'écran pour susciter des lettres de fans, susciter l'admiration des femmes et l'envie des hommes. Mais c'est normal aussi, à un moment donné, qu'une femme veuille plus que ça. Ben oui, évidemment. Sauf qu'elle était dans un système où on ne lui permettait pas. Allez, on termine avec... On a parlé de Denis Villeneuve tantôt. On termine avec son frère, Martin Villeneuve, et les 12 travaux d'Imelda. Un drôle de film. Je pensais pas qu'on allait parler de ça. Hélène, je pense que c'est votre suggestion aussi. Oui. D'abord parce que... Il faut expliquer qu'il y a une démarche aussi particulière derrière ce film-là. Oui, c'est en fait au départ un court-métrage. Fait Un seul. Fait en 2014 par Martin Villeneuve, donc le frère de Denis, dans lequel il imite sa grand-mère. Grand-mère qui est morte à... Ça, c'est connu dans la famille, qui imitait vraiment bien sa grand-mère Imelda. Il imite très, très bien sa grand-mère Imelda, qui est morte en 2012 à 101 ans. Donc, quand même, une force de la nature. Une Tati Daniel québécoise. Voilà, exactement. Donc, on peut présumer qu'elle a été tenue en vie aussi longtemps par une colère et une amertume terrible. Je vais vivre vieux. Tu vas vivre vieux, Fred, absolument. Et donc, au départ, un court-métrage fait pour faire rire sa famille. Voilà, j'imite grand-mère, on veut se souvenir d'elle, c'est quand même un personnage. Ses vêtements, sa maison, etc. Et petit à petit, en fait, le court-métrage a commencé à tourner dans les festivals, dans différents trucs. Ça a plutôt bien marché, parce que c'est drôle, il faut le reconnaître. Et il a fait 8 courts-métrages, finalement, des années plus tard, qui aujourd'hui donnent ce long métrage en 12 chapitres. Oui, voilà. Donc, avec un gros casting. Un énorme casting. Robert Lepage, Ginette Renault, Michel Barrette, Anne-Marie Cadieux, Yves Jacques. Antoine Bertrand et évidemment Martin Villeneuve dans le rôle titre, celui d'Imelda. Oui, on va écouter un extrait pour se mettre un peu... Puis c'est plate, on n'a pas l'image évidemment, mais il est quand même... C'est très particulier parce que il n'y a pas de budget pour vieillir son apparence, mais à un moment donné, on oublie que c'est un gars complètement. Beaucoup plus jeune. Ça ramasse pas chaque jour la marde de sa mère. Ouais, mais en fait, là, c'était à la mère à ramasser la marde du chien. Je ramasse plus ça, Nicole, la marde du chien. À 89 ans, on est rendu trop vieille pour se pencher, pour ramasser ça. C'était mes enfants de ramasser ça. Anyway, notre petit frère, il est sur le bord de mourir d'une overdose de bine. Je me suis sacrifié en mariant votre père. Je déménageais en campagne, que j'haïssais. Et puis, je vous ai changé les couches pleines de marde. Je vous ai élevé. À cette heure, c'est à votre tour de me donner des gros cadeaux, de me recevoir l'auberge bourguignon. Je suspecte la présence de Michel Barrette pour fournir la voiture ancienne. C'est possible. Oui, parce que c'est pas un film avec beaucoup de budget. Non, ça, il faut le savoir. C'est des anecdotes. C'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à regarder ce film. Mais c'est drôle. C'est drôle. Moi, j'avais un peu peur de l'effet bye-bye. C'est-à-dire, on se déguise, on parle plus haut et plus fort que dans la réalité. Puis finalement, il y a... Probablement parce que c'est sa grand-mère, il y a une tendresse. Même si c'est une vieille bique qui râle surtout, qui envoie chier tout le monde constamment, il y a une tendresse et il y a aussi quelque chose qui est là en filigrane et que j'ai trouvé touchant, qui est cette idée que plus on vieillit, plus l'indépendance et l'autonomie deviennent des mirages. Mais souvent dans les yeux des autres que dans la réalité. Exactement, parce que cette vieille Imelda, elle veut continuer comme quand elle avait 80 ans, à 100. Mais évidemment, autour d'elle, on commence à lui faire sentir que non, elle n'aura pas une moto pour son anniversaire, elle aura une... un petit portable pour personne âgée. Là. Exactement, puis il y a cette fin sous-texte sur l'autonomie, l'indépendance que j'ai trouvé pas mal. Après, ça a toujours les films à sketch, c'est toujours un peu problématique. C'est toujours inégal. Ceci dit, j'ai passé un bon moment. Oui, ça, c'est la joie de participer à une balado comme la vôtre. On se fait proposer de regarder des trucs, et donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ma première réaction, c'était sûrement de détester cordialement ce film. D'ailleurs, dans ce film, il y a donc Ginette Renault là, qui joue pourquoi c'était le premier réflexe derrière ce film? Donc vous allez voir, je vais nuancer, mais c'est-à-dire c'est qu'on ouvre... donc j'ai eu un lien privé, comme
vous. Donc, on passe sur Play, on regarde le truc et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? On voit Robert Lepage, donc il a l'air très peu crédible. On voit Michel Barrette et on se dit, oh non, c'est terrible, où est-ce que ça s'en va? Donc, Ginette Renault arrive, on dit, bon, ça y est. Elle va chanter. Oui, mais juste pour préciser, tout ce monde-là joue la famille Villeneuve. Oui, c'est ça, voilà. Donc, Robert Lepage, c'est le papa de Denis et Martin. Voilà, et oui, donc Ginette Renault chante, et justement, quand elle chante, elle cite une phrase de Jean Cocteau, ce qui m'a quand même surpris. Elle chante, les miroirs devraient réfléchir avant de renvoyer les images. Ce qui est une des phrases célèbres de Cocteau, et quelqu'un qui n'aime pas ce film pourrait dire, il faudrait peut-être réfléchir avant de faire un film comme celui-là, et de le proposer au grand public. Mais comme vous, j'étais instantanément contre l'idée de passer 2 heures à regarder ce truc, et je me suis fait prendre au jeu, parce que c'est vrai que Martin Villeneuve est excellent dans son rôle. C'est-à-dire, c'est quand même rare les films qui me font rire chez moi, et celui-là, j'ai ri à une 12aine de reprises, avec l'espèce de tendresse aussi derrière le personnage, ce qui est évidemment aussi une question qui rejoint des enjeux sociétaux sur les personnes âgées, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'elles ont encore de l'autonomie ou non. Sur le plan formel, c'est en effet un film à sketch avec des plans fixes et qui n'est pas extrêmement sophistiqué, mais par contre, Martin Villeneuve, que je connaissais pas, je connais surtout donc son frère, dont on voit une photographie dans le film par ailleurs, parce que Imelda conserve seulement 2 photographies, celle de son chien et celle de Denis Villeneuve. Parce que c'est son petit-fils préféré. Oui, c'est ça. Et puis à un moment donné, elle veut lui donner $100 pour qu'il puisse manger, parce que c'est pas facile d'être cinéaste. Non, c'est ça. Ça m'a fait rigoler. Pourquoi? Et justement, donc pour le coup, Martin Villeneuve a fait d'autres films, d'autres longs métrages que j'avais pas vus, et c'est Hélène aussi qui a fait une interview avec lui donc récemment, et donc qui parlait du film, c'est quoi? C'est Mars et Avril, donc qui est un film de science-fiction tourné avec des écrans verts, qui est encore une fois, on parle du cinéma québécois et des caractéristiques du cinéma québécois. C'est rare des films à effets spéciaux. Donc, dans le cinéma québécois, ça, c'en est un, avec Jacques Languirand, qui joue une espèce de musicien sorti de Star Wars, avec Robert Lepage, encore une fois. Donc, il y a quand même une ambition assez unique chez Martin Villeneuve, qui a une œuvre transmédiale aussi, avec ses romans graphiques qui deviennent des courts-métrages, qui deviennent un long-métrage. Donc, je pense que c'est intéressant. Et le film a un rendu très efficace, c'est-à-dire c'est amusant, c'est même intelligent par moment, mais d'emblée, voilà, c'est donc parfois en tant que critique, on se fait prendre, on pense ne pas aimer, puis finalement, c'est un petit plaisir. Puis il y a quelque chose aussi qui m'a plu, c'est que tout le récit en fait est tendu par l'idée que Imelda a fait le mauvais choix d'amoureux. Oui. Elle a choisi le notaire plutôt que le poète. Oui. Ça, c'est assez beau quand même. Vrai. Il y a quelque chose, justement, de plus large. Elle a choisi la sécurité. Elle a choisi la sécurité, exactement. Elle a choisi de ne pas aller vers la culture quand ses 2 petits-fils vont y aller assez ouvertement. Donc, il y a des petites choses comme ça qui rendent le film plus intéressant que... Bon, c'est un sketch bien drôle. Il y a des petites affaires. C'est encore ténu, c'est encore... Oui. Mais... je trouve qu'il y a une originalité, en fait, dans ce travail-là, qui me semble assez unique. Oui, tout à fait. Je ne sais pas vers quoi va s'en aller Martin Villeneuve pour la suite. Oui. Ça ne doit pas être facile, en plus, d'avoir un frère à Hollywood non. Qui fait le même métier. Je veux dire, moi, j'ai pensé à ça aussi, forcément. Absolument. Mais c'est une proposition vraiment... singulière. Ouais, voilà. Hey, on va terminer avec une annonce qui est tombée avant hier, je crois. L'abandon par Radio-Canada de la diffusion du gala du cinéma. Hélène, j'imagine que... ça fait pas votre affaire? Martin Villeneuve, ça fera pas son affaire parce qu'il gagnera pas d'Iris de meilleur acteur, ça c'est sûr. Luc Picard non plus, Viking non plus. Moi, en fait, j'ai pensé à ça. Quand ça a été annoncé, je me suis dit, pourtant, 2022, on a enfin un cinéma québécois qui revient à des choses intéressantes, avec des combats esthétiques, formels, même de fond. Qui allait être intéressant à suivre. Je veux dire, on a d'un côté Confession de Luc Picard qui a battu le million de revenus de box-office. De l'autre, Viking qui justement est le seul film en 10 ans à avoir eu un 2 à Mediafilm. Donc ça devenait un espèce de... Il y avait des pôles de tension dans le cinéma québécois qui me semblaient particulièrement intéressants cette année.
Et il y a encore d'autres choses qui s'en viennent. Il y a le chien blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette. Il y a eu le film de Monia Chokri. Enfin bref, il y avait beaucoup de propositions cette année qui me semblaient ouvrir les perspectives du cinéma québécois. Et donc, effectivement, là, on nous annonce il n'y a plus de gala. Ouais. Est-ce que le gala en lui-même est... Les deux dans... Tu vois, moi, ah non, c'était terrible. C'était atroce. C'était atroce. En tout respect pour Geneviève Schmidt, là, mais c'est pas elle qui... Non, c'est pas elle qui était en question là-dedans. Bon. Mais c'est toujours cette idée d'utiliser l'humour, d'avoir de la difficulté à parler intelligemment du cinéma. Puis ça, c'est un problème de diffuseur. Puis oui, mais est-ce qu'un gala est véritablement le lieu qui va rétablir ce lien un peu brisé, il faut le dire, entre nous, public, et nos films? Non. Est-ce que c'est le bon format? C'est ça, c'est ça. Et je trouve qu'on a beaucoup... Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tu travailles pour Radio-Can, mais non. Je trouve que depuis l'annonce... Mais vous travaillez pour Radio-Can. Non, d'accord, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Je trouve que depuis l'annonce, on tape beaucoup sur Radio-Canada en disant c'est une honte, blablabla, mais on ne questionne pas Québec Cinéma, qui sont responsables de l'organisation de ce gala et qui n'ont peut-être pas fait les bons choix. Qui ont peut-être choisi de continuer à perpétuer une tradition de gala un peu vieillotte, qui ne rejoint pas tant les gens, surtout pas avec des cinéastes qui ne sont pas mis en valeur autrement. Mais Hélène, je sais pas comment se fabrique un gala de cinéma au Québec dans les coulisses, là, mais je sais très bien que le diffuseur avait son mot à dire. Donc, je pense pas que c'est juste Québec Cinéma qui est arrivé avec un projet clé en main. Je suis sûr que le diffuseur est impliqué, a voulu avoir des vedettes, puis pas trop pointu. Je le sais, je travaille en télé, puis on a ces enjeux-là. Puis c'est une télé publique aussi. À Télé-Québec, c'est la même affaire. C'est le virage variété aussi. C'est vrai. Et je trouve que c'est un mandat que Radio-Canada devrait occuper et il aurait dû peut-être tasser Québec Cinéma et demander à des gens de plancher. Mais là, c'est qu'on fait... Puis ça a été annoncé. À la place, ça va être remplacé par une émission de variété sur le cinéma et un segment à Bonsoir, Bonsoir, qui est une émission de variété. Et Odile Tremblay l'a bien dit, on ne sent pas beaucoup de cinéphilie chez son animateur. Non, je ne crois pas non plus que ce soit une de ces grandes... Que le diffuseur public ne soit pas capable d'offrir une plateforme intéressante pour la culture en général. Là, moi, je vais vous dire que c'est pas vrai, parce que moi, je m'occupe de la section cinéma du site web de Radio-Canada. Fait qu'il y en a une plateforme. Les blogs, on les trouve pas sur le site. Non. Martin Leclerc, ça fait des années que j'essaie de lire ses textes et je les trouve pas. Vous pouvez... Il suffit d'un peu d'ingéniosité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me demande jusqu'à quel point... la formule des galas. Ah, mais ça, vous avez raison. Puis, je pense... parce que c'est ailleurs. Alors, on a vu... Les galas sont désaffectés partout. Là. On a vu depuis, par exemple, quelqu'un comme Louis Dussault, qui est un distributeur de films indépendants au Québec, dire, mais que serait... notre cinéma. Imaginez les États-Unis sans les Oscars ou la France sans les Césars. Moi, je l'imagine très bien. Puis ça se passe bien. Et beaucoup de gens le font parce que ça a été c'est vrai. Les Oscars l'an dernier, ça a été un désastre. Un désastre. Je veux dire, Will Smith qui monte sur scène pour filer, ça marche pas. Les Césars, ça se passe pas mieux. Ça dure des plombs. Personne n'a l'air heureux d'être là. Ça emmerde tout le monde, faut le dire. Nous non plus, on n'a pas trouvé la formule magique. Alors, est-ce que... Ça l'a dit, les Oliviers sont pas menacés. La disque est pas menacée, les gars-là. La disque est pas menacée alors que Spotify vient de rentrer... Le loup est rentré dans la bergerie. Mais c'est vrai qu'on veut... Je pense qu'on accepte plus facilement, et les diffuseurs aussi, c'est plus facile aussi de vendre un gala avec des chansons. Oui, peut-être. Et de l'humour. Et des films. Et souvent, le cinéma québécois est perçu comme étant un cinéma ennuyant ou misérabilisé. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut travailler à déconstruire cette perception avant même d'imaginer avoir un gala. Thomas? J'ai peu d'opinions sur la question des galas. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'en ai regardé un. Donc, pourtant, c'est quand même regardé, même celui de l'an dernier, par 500 000, tout ça. Donc, c'est pas rien. Donc, je vais pas pleurer de la perte du gala, mais par contre, en effet, pour la visibilité des artistes québécois et du cinéma québécois, c'est quand même dommage. Donc, ce serait peut-être le temps d'une réflexion collective. Sur la diffusion aussi, tu sais. Sur la place qu'on donne au cinéma dans notre société, dans notre culture, partout. Voilà. Tout à fait. Donc, il existe des balados comme celle-ci où on peut quand même parler de cinéma québécois, donc tout ne sera pas perdu. Non, mais c'était mon désir, puis je veux vous remercier parce qu'on va terminer avec ça. Thomas Carré-Lafleur, Hélène Faradji, c'est en développement, c'est la première fois qu'on le fait à trois. Thomas, vous n'étiez pas là. La prochaine fois, vous allez être
avec nous dans les luxueux studios de la balado. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis je pense que c'est très cool qu'on puisse réfléchir comme ça et parler sans concession de cinéma québécois. Ben oui, un grand merci pour l'invitation, en espérant que la gastro nous quitte d'ici là. Et, beaucoup de liquide, la soupe. Puis moi, quand j'avais le gastro, quand j'étais jeune, je l'ai eu beaucoup. Ça tombait souvent quand c'était Sissi qui jouait à la télé. Ça passe encore. Oui, et maintenant, quand je revois Sissi, j'ai des hauts le cœur. Hey, on se reprend quand il y aura la prochaine batch de grosses sorties, là, mais dans pas trop longtemps. J'espère, peut-être dans un mois, on pourra reprendre l'exercice. Merci à vous deux. Alors voilà ce qui conclut ce 5e épisode. Je suis toujours dans ma chambre du Quality Hotel de Rouyn-Noranda, chambre 124. J'attends ma bouffe. J'ai commandé une soupe asiatique. Alors, je suis content de vous partager mes anecdotes de voyage. Je prépare mes entrevues pour demain et dimanche. Je remercie pour cet épisode-ci que vous venez d'entendre Thomas Carrier-Lafleur. Je suis vraiment heureux de le compter parmi nos collaborateurs. Merci à Hélène Faradji également de s'être prêtée au jeu. On va les retrouver dans peut-être à peu près un mois, 5 semaines, tout dépendant des nouveaux films qui vont sortir. Mais il va en avoir parce que le temps des fêtes s'en vient. Puis je pense qu'il y a même une comédie dramatique ou romantique sur Noël qui s'en vient, qui s'appelle 23 décembre. Ça va être dans notre radar, ça c'est certain. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur don, leur participation financière, si vous croyez à ce projet-là, si vous l'aimez, il est 100% indépendant, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de subvention, je ne reçois d'argent d'aucun diffuseur. Je le dis pour les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices qui se sont joints à nous cette saison et à la fin de la saison dernière. Donc, si vous croyez à ce projet-là puis vous avez envie de mettre l'épaule à la roue, vous allez sur lefredsavard.com dans l'onglet campagne. Les contributions sont volontaires, évidemment. Mais nous, c'est-à-dire moi, je suggère 60$ par année. Ça fait plusieurs saisons que je suggère 60$ par année parce que je trouve que c'est un montant qui est très honnête pour une 40aine d'épisodes avec du contenu exclusif. Là, je suis en train de plancher là-dessus. Ça devrait se matérialiser. Alors, ce sera donc du contenu exclusif. Les gens qui donnent 60$ et plus auront accès à ce contenu que je déposerai quelque part et vous recevrez un courriel pour être capable de télécharger les épisodes pour les écouter idéalement sur les mêmes appareils que vous utilisez pour écouter ces épisodes-ci. Alors, on va terminer en musique comme on le fait à chaque épisode. J'aurais pu vous offrir une chanson de Jerry Lee Lewis que j'ai beaucoup aimé quand j'étais tout petit. J'avais un vinyle K-Tel avec un jukebox dessus. J'avais peut-être 5 ans. Mes parents avaient ce vinyle que je mettais sur le pick-up. À l'époque, on appelait ça comme ça. On ouvrait le couvercle, puis j'embarquais quasiment dans le pick-up pour mettre ce vinyle-là. C'est une compilation K-Tel des chansons rock des années 50. Et il y avait 2 chansons de Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, évidemment, et Whole Lot of Shaking, que j'aimais tellement quand j'étais petit, puis je mimais le piano. Je faisais du air piano, en fait, dans le sous-sol de notre maison de Saint-Luc. Mais bon, tout le monde, vous avez probablement beaucoup entendu de chansons pour commémorer la mort de quelqu'un qui n'était pas très sympathique, on va se le dire. Semi-pédéraste. Je dis semi, je ne sais pas pourquoi je dis semi. Il a marié sa cousine de 13 ans. Il y a un film avec Dennis Quaid en 89 qui avait été fait, je me rappelle. Et je pense que c'était Winona Ryder qui jouait la petite cousine de 13 ans. Alors, on ne mettra pas ça. c'est ça le point. Non, on va mettre une chanson que j'ai écoutée sur la 117. Évidemment, quand on vient en Abitibi, il faut télécharger de la musique sur son téléphone parce que des fois, le Wi-Fi n'existe plus. Alors, j'avais une compile des années 90 et je suis retombé sur Midnight Oil. Et c'est drôle parce que je me rappelle en 87, quand Beds Are Burning est sorti, c'était une espèce de chanson un peu, pas apocalyptique, mais très, très engagée sur évidemment, l'environnement. Le chanteur Peter Garrett était très engagé contre le nucléaire, pour la paix et pour l'écologie. Il est même devenu député travailliste en Australie. Et je me disais que cette chanson-là est tellement d'actualité, puis en même temps, c'est un peu déprimant parce qu'on dirait qu'on... En fait, je me disais 2 choses. Je me disais, mon Dieu, on est encore là-dedans, c'est même pire. Puis en même temps, en 87, c'était comme une chanson pour nous dire que s'il était presque trop tard, puis ça fait quand même 40 ans. Ou presque. Fait que je sais pas, j'étais un peu ambivalent. Bon, ça faisait 6 heures que je roulais. Mais je me suis dit, ça serait peut-être le fun de la réécouter parce que, au-delà de tout ce que je viens de dire, ça reste avant tout une maudite bonne chanson. Alors voilà, on se retrouve très bientôt. Bonne semaine tout le monde.
river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to save fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to save fair's fair, to pay the rent now, to pay our share. Far we'll scare the cockatoos from Kentar East to yonder move. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has